Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Magnum 44. Aujourd'hui les amis, je suis en vacances, je suis dans les Hautes-Pyrénées et j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale rechargement. Ah oui, faites pas des yeux comme ça. Non, non, je vais vous parler de rechargement. Alors les amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour le rechargement? Vous avez vu dans le titre de la vidéo, le rechargement en 10 questions. En fait, avec beaucoup de recul, hein, parce qu'en fait c'est une vidéo un petit peu rétrospective. Alors c'est pas de ma chaîne, mais c'est un petit peu de ma vie, entre guillemets, hein, de rechargeur. Ça fait depuis 2007 que je fais du tir, hein, c'est marqué dans le descriptif de la chaîne, hein, depuis le 2007 je me suis inscrit à la FF Tir. Et puis depuis 2010 à peu près, je fais du rechargement. Donc je me suis dit... je voulais pas faire de vidéo vlog, été, voyage comme j'avais fait l'année dernière, c'était pas le but. Je voulais vraiment passer des vacances hyper cool. Et puis je me suis dit, je sais pas, en faisant rien du tout, c'est pas mon habitude de rien faire. J'avais amené même ma caméra et puis je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de bilan de ces 15 dernières années depuis que je recharge. Et avec toutes les questions que certaines personnes me posent sur ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'avant j'étais sur Facebook, hein, avant de passer sur YouTube. Ça a été des moments de des moments de joie, un petit peu de moments un peu énervants aussi, parce que voilà, Facebook c'est des fois un peu chaud avec les commentaires de certains, un petit peu moins sur YouTube. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo justement un petit peu retour en arrière, un petit retour aux sources, en 10 questions. Alors pourquoi 10 questions? Pourquoi pas 10 questions de toute façon, hein, on va pas en faire 5, on va pas en faire 20, 10, c'est une bonne moyenne. Ça évite d'avoir une vidéo un peu trop longue. Et ces 10 questions, alors c'est 10 questions qui me reviennent un peu souvent, un petit peu dans les vidéos. 10 questions que certaines personnes me posent. Ou alors des questions que je me suis posées moi-même. C'est pour ça que c'est un petit peu un retour en arrière. Alors je parle de rechargement les amis, je parle pas d'armes en général. Voilà, donc ça c'est autre chose. Cette vidéo je vais pas pouvoir la faire complètement ici, puisque j'ai du matos à vous montrer, notamment par exemple la Lyman Gen 6, hein, la doseuse électronique. Je voulais faire une vidéo spécifique sur cette machine là, sauf que non. Voilà, je me suis dit il y a 5 ans... j'avais déjà fait une vidéo sur cette machine là, donc c'était déjà une vidéo 3 ans après l'achat. Là ça fait 8 ans maintenant. Est-ce que faire une vidéo sur cette machine là était utile ou pas? Honnêtement j'y réfléchis, j'y pensais que non. Donc cette vidéo, je vais en parler cette fois-ci dans cette vidéo, la Lyman Gen 6, ainsi que le tumbler humide made in China. Voilà, et différents matériels que j'ai, notamment des matériels de rechargement, donc presse, jeux d'outils. Enfin voilà, donc je vais un petit peu parler de tout ça. C'est vraiment un petit peu une vidéo, comment dire, pour débutants, hein, ceux qui sont habitués à avoir du rechargement, leur propre matériel, qui en sont très contents, ils n'ont aucun intérêt à suivre cette vidéo. Ce n'est que mon point de vue personnel. Voilà, donc j'ai un petit retour en arrière. J'espère qu'il sera utile pour certaines personnes. Je fais des vidéos uniquement pour les débutants, en tout cas les personnes qui commencent. Et je remercie bien sûr les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà. Donc, et pensez aussi à la souscription pour ceux qui veulent aider financièrement un petit peu cette chaîne YouTube. Je remercie les 16 personnes qui sont inscrites et qui payent 16 €. Non, qui payent 1 € par mois, même pas, 99 centimes par mois pour suivre mes vidéos et les avoir un petit peu en avance. Pourquoi avoir commencé le rechargement? Alors ça c'est une question que je me suis posée. Voilà, en réfléchissant un petit peu dans le vague comme ça. Pourquoi tu as commencé le rechargement, Xavier? Tout simplement, c'est venu un petit peu par hasard. Alors c'est venu un petit peu par hasard, même vis-à-vis des armes. Moi j'ai commencé en 2007, comme je vous l'ai dit, et en fait j'avais un ami, un collègue de travail qui faisait du tir aussi à ce moment-là, et qui m'a dit un jour, bah tiens, tu viens avec moi, je vais chez un armurier, je vais acheter du matos de rechargement. Donc alors oui, je connaissais le tir, mais j'étais vraiment tout au début, hein. Et ben, il m'a fait découvrir un petit peu le rechargement. Lui se mettait au rechargement, lui aussi. Je ne connaissais absolument rien
en matos de rechargement. Et ce jour-là, il a eu pour une bonne petite fortune, parce qu'il s'était acheté une Lyman Tourette, un truc comme ça, un gros machin, une grosse presse, des amorces, des ogives, la totale, hein, c'était pour... Imaginez un petit peu, il commençait juste, et c'était pour recharger du 500 Smith & Wesson. Oui, oui. Et donc on a installé tout le matériel, et puis on a fait nos premières conneries. Tu vas en péter une, gros? Moi? Non. Puisque on n'avait ni acheté le Malfatti, ni acheté le Garbrand, et ben on savait pas en fait qu'il fallait graisser les étuis, hein, notamment avec les outils acier. Donc bien sûr, on a cassé un shell holder, on a cassé deux shell holders, bon, jusqu'au moment où on avait compris qu'on avait quand même fait des erreurs. Et c'est à partir de là que vraiment le rechargement m'a commencé à m'intéresser. Puisque j'avais, même période, à peu près acheté mon 44 mag, et puis acheté mes premiers jeux d'outils en 44 mag, donc RCBS, vraiment une super marque, et acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai commencé avec le kit anniversaire de Shelly, parce que honnêtement, je ne savais pas si le rechargement allait me plaire, je voulais pas mettre des sommes importantes là-dedans, donc j'ai acheté en fait ce qui se vendait neuf, le moins cher, et à l'époque c'était le kit Challenger, le kit des 40 ans je crois, quelque chose comme ça, qui coûtait 150 €. Il y avait une presse, là, les Challenger, il y avait la doseuse, il y avait la balance, que j'utilise encore, hein, pas souvent mais j'utilise encore, et puis quelques petits accessoires que j'ai mis au rencard parce que c'était vraiment idiot. Donc en fait j'ai acheté le strict minimum au départ pour voir si réellement j'avais besoin, si le rechargement entre guillemets me plaisait. Donc pour voir pourquoi avoir commencé le rechargement, tout ça pour être libre de faire mes munitions telles que je le voulais, telles que je le concevais. Vous savez que alors la législation a peut-être un petit peu changé, mais quand vous achetez une arme en catégorie B, vous avez droit à avoir 1000 ou peut-être 2000 maintenant, 2000 munitions par calibre au domicile. Alors j'en ai pas 2000 à la maison, mais je crois que c'est 1000 à la maison, mais 2000 à l'achat. Ça va être un truc comme ça. Vous voyez, tellement je suis la réglementation, hein, c'est impressionnant. Je voulais être libre de tout ça. Si je voulais tirer 2000, 3000, 4000 munitions par an, je voulais pas être tributaire de quelconque armurier à droite ou à gauche, quelconque administration aussi en termes de quantité de munitions à acheter. Je voulais pouvoir être libre de faire mes propres munitions, aller les tirer et puis recommencer au fur et à mesure. Voilà, donc en fait des munitions à la maison, moi personnellement j'en ai assez peu de chaque calibre, mais c'est un roulement que je fais et je suis pas tributaire, comme je vous dis, d'armurier qui soit ouvert, fermé, qu'ils aient en stock ou pas en stock. Moi je veux être libre de tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai réellement commencé le rechargement en pensant à ça. Deuxième question, avec le recul, c'est une question que je me pose à moi-même, hein. C'est pas une question que j'ai eue dans les commentaires, hein, quoi que ce soit. C'est deuxième question, donc avec le recul, est-ce que je recommencerai le rechargement? Oui, forcément je recommencerai le rechargement. C'est comme si je vous posais la question, vous qui faites du tir par exemple, ou même si je me posais cette question à moi-même, est-ce que je recommencerai le tir s'il fallait, si je repartais à zéro? Quand on a une passion dans la vie, quand on aime les choses, c'est vrai que quand on parle d'armes, pour certaines personnes c'est complètement absurde. C'est comme si vous parliez à un anti-chasseur par exemple, ce qu'il pense des chasseurs. Bon, vous avez des personnes qui ne comprennent pas qu'on ait une passion pour des armes. Bon, c'est comme, je sais pas, avoir une passion pour les 2 chevaux. L'autre, j'ai vu un reportage à la télé l'autre jour, c'était des collectionneurs de 2 chevaux. Et quand on aime ça, voilà, il n'y a pas de souci en particulier. Moi, j'aime les armes, j'aime notamment les armes Seconde Guerre mondiale, avec du bois, avec du métal, les armes Première Guerre mondiale aussi, j'aime beaucoup ça. Les armes après, type AR-15 et machin comme ça. Alors, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est largement au-dessus de mes budgets. Faut être clair. Alors c'est vrai qu'il y a certaines armes Seconde Guerre qui valent cher, hein, c'est sûr. Mais non, c'est mon choix. Voilà, c'est mon choix. Alors est-ce que je recommencerai s'il fallait le rechargement? C'est indispensable le rechargement. Ça fait baisser les coûts.
Voilà. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard de ça, parce qu'il y a une question là-dessus. Est-ce que le rechargement coûte cher? Bon. Ça fait baisser les coûts, je vous dis, on est libre de faire ce qu'on veut. Moi par exemple, si demain je vais au stand de tir, ou après-demain, ou je sais que dans une semaine j'ai un concours ou quoi que ce soit, et qu'il me faut des munitions, eh ben, je vais pouvoir les faire. Je sais que je ne suis pas obligé de, comme je vous ai dit avant dans la première question, être tributaire d'un armurier. Et surtout, savoir s'ils ont le matos. Alors, il y a certaines personnes qui ne rechargent pas du tout. Ça, je peux les comprendre, hein. Il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est intéressant de recharger du 9 mm actuellement? J'en sais rien. Est-ce que c'est intéressant de recharger du 308? J'en sais rien. 762 54R, j'ai fait une vidéo de surplus. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire? Je sais pas. Quand on fait du rechargement, il ne faut pas penser à ces heures. Les heures passées à faire du rechargement, c'est des heures, alors pas perdues, parce que vous faites ça pour vous, mais pour un non-initié, il va dire, attendez les gars, vous passez tant d'heures pour ça, moi j'en achète chez le commerçant d'à côté, et puis j'en ai tout de suite. Bon, chacun son truc. Donc, est-ce que je recommencerai le rechargement? Oui, parce que ça me plaît. Ça me plaît. Et je ne compte pas mes heures. Voilà. Troisième question, les amis. Le rechargement est-il compliqué? Bon, moi qui en fais depuis 15 ans, je vais vous dire que non. Bon, ça serait mentir un petit peu. Puisque moi, à chaque calibre que je débute, que je commence, je ne le connais pas. Et en fait, c'est, comme je vous disais, un type de vidéo, en début de vidéo, c'est un retour en arrière. Hein. Systématiquement, à chaque fois que je fais un rechargement, un nouveau rechargement. Donc en fait, je me mets à la place de débutants. Ouais, le rechargement, c'est dur, faut pas oublier quelque chose, on peut avoir des problèmes, des surpressions, des machins, des trucs. Voilà. Calmos, hein. Le rechargement, oui, effectivement, on peut avoir tout ça. On peut avoir tout ça, sauf que c'est en apprenant qu'on fait des erreurs, ou c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, plutôt. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Des mauvais outils mal réglés peuvent engendrer des surpressions. Hein, c'est ce qui m'est arrivé récemment avec le 45. Croyez-moi, hein, on ne fait pas la deuxième erreur. Non. Là, on a du matériel, on n'a qu'une vie, on n'a que deux mains. J'ai pas envie de me faire greffer une main en plastique. Hein. Donc en fait, il faut faire super gaffe. Attention, j'ai pas dit que c'était dangereux. Ça peut l'être si on fait des bêtises. Non, il y a des règles à respecter. Et surtout, en premier lieu, déjà, il y a des bouquins de rechargement qu'il faut au moins lire une fois. Bon, il est clair que le Malfatti, c'est celui que tout le monde connaît. Il y a le Gerbrand aussi. J'ai ces deux bouquins. Je les ai pas lus en intégralité. Hein. Non. C'est un pavé. C'est sûr. Les techniques de rechargement, alors, c'est quand même un peu bizarre de ma part, mais je les ai appris sur YouTube. Voilà, il y a des gars sur YouTube qui faisaient des tutos de rechargement, des réglages d'outils et machin, des trucs. C'est ce qui m'a fait découvrir le tir, c'est ce qui m'a, enfin pas découvrir le tir, mais c'est ce qui m'a fait découvrir le rechargement. C'est grâce à ces youtubeurs là que j'ai appris à régler des outils, sans être obligé de lire. Mais attention, hein, c'est toujours bien d'avoir le Malfatti sous le coude. C'est clair, j'aime pas le Malfatti, je le dis ouvertement, mais c'est très bien de l'avoir sous le coude, parce qu'on peut avoir des renseignements très précieux dessus. Donc, est-ce que le rechargement est compliqué? En fait, oui et non. Ça dépend du calibre que vous faites. Je dirais que moi j'ai un calibre qui j'ai du mal avec. C'est bien le 9 mm. Peut-être pour certains c'est de la rigolade. Moi c'est un petit peu plus délicat. Contrairement par exemple à, je sais pas moi, au 762, qu'est-ce que c'est? Le Tokarev. Vous voyez la munition pour le Tokarev? C'est une toute petite munition bouteille. Déjà là, il faut graisser les étuis, hein, sinon vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du recalibrage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je me suis fait avoir, par exemple, sur 222 Remington. Toute petite douille de rien du tout. J'ai oublié de graisser. La première douille que j'ai recalibrée, je l'ai foirée. Ça s'est tout arraché. Et j'ai eu du mal à la sortir de l'outil. Donc vous voyez, en fait, c'est un manque d'attention qui font que peut-être que le rechargement est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a des étapes bien précises à respecter. Il faut penser un petit peu à tout. Il ne faut pas être dérangé, ni par les enfants, ni par votre femme. Non, faites ça posément.
Faites pas ça en urgence aussi. Hein, j'ai des amis, un ami notamment, qui a fait les munitions pour un concours, en imaginant que le concours était dimanche, il a fait les munitions le samedi, mais il a oublié de mettre les amorces. C'est très embêtant quand on va tirer. Hein. Bon. Ça peut arriver. Hein. Moi-même en concours, il m'est arrivé de recharger des munitions, des douilles qu'on m'avait filées en 7,62-54. Et ouais, la munition était prête. Elle était prête. Sauf que quand j'ai mis la munition dans l'arme, impossible de fermer la culasse. Tout simplement parce que les munitions, les douilles qu'on m'avait données, n'avaient jamais été recalibrées. Et pourtant, elles étaient déjà amorcées. Donc il faut bien vérifier ce que qu'on fait. Étape par étape. Et à partir de là, non, je dirais que le rechargement n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Un rechargement, c'est quoi? Une munition, c'est quoi? 4 composants. La douille, la poudre, l'amorce, l'ogive. 4 munitions qu'on réunit. 4 composants qu'on réunit pour faire une munition. C'est pas compliqué en soi, mais il y a des méthodes, il y a un enseignement à avoir, oui, certes, mais voilà, il y a certaines régularités à faire, des mouvements à faire, des réglages à faire. Si vous ne faites pas correctement vos réglages d'outils, bah c'est là que vous aurez des problèmes. Et puis bien sûr, il faut respecter les tables de rechargement. Voilà. Pas dépasser les cotes, en longueur hors tout. Et puis bien sûr, le dosage de la poudre. Mais bon, avec les tables actuelles qu'on a, que ce soit fournisseur de poudre ou même table de rechargement qu'on trouve sur internet ou ailleurs, hein, même dans le Garban par exemple, il n'y a aucun problème, aucun problème. J'ai eu récemment un message sur une vidéo, une vieille vidéo, et la personne me disait, c'était une vidéo sur le 357, il me disait mais 11 grains 2 en 357, point d'interrogation, c'est normal ou c'est pas normal? Je lui ai répondu oui, c'est normal, c'était marqué dans le Garban. Bon, bah, c'était comme ça, voilà. C'est comme ça. Il faut suivre l'étape de rechargement. Des fois, ça peut être bizarre de voir des doses comme ça, mais non, apparemment, il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça qu'il est préférable aussi d'avoir différentes sources, différents regards, voilà, différents étapes de rechargement pour essayer de comparer. Des fois, on n'est pas à l'abri d'une erreur, hein. Même dans le Malfatti. C'est pour ça que j'aime pas le Malfatti avec l'étape de rechargement. Puisque le Malfatti, contrairement aux autres tables qu'on trouve dans le commerce, ou enfin n'importe où, hein, dans le Malfatti, vous n'avez pas un poids de départ et vous n'avez pas un poids maxi à dépasser. C'est ça le gros défaut du Malfatti pour moi. Voilà, donc attention à vos sources, mais non, je dirais que le rechargement n'est pas plus compliqué que d'apprendre à conduire, je pense. Question 4. Alors, qu'est-ce que je recharge le plus? Alors, indéniablement, actuellement, c'est les armes longues. Les armes longues. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me plaît le plus en fait. Actuellement, alors moi je suis un petit peu, je sais pas, un petit peu informatique quand même. Je fais tout, je marque tout ce que je fais en rechargement sur un tableau Excel. Donc je sais pas combien de lignes, j'en suis à peu près à 700, 800 lignes à peu près. Donc imaginez un petit peu ce que ça fait pour chaque rechargement. Donc depuis 2010, j'ai fait à peu près 22 000 rechargements. 22 000 rechargements sur 15 ans, c'est pas énorme parce que ça fait à peu près 1500 munitions par an en moyenne, c'est ce que je fais. Actuellement, alors je vais vous le marquer quand même parce que j'ai pas les titres, j'ai pas les comptes en tête. En munitions d'armes de poing, ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas fait, sauf le 45 ACP, puisque voilà, j'ai eu mon 45 il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'un an. Et le reste des armes de poing, effectivement, j'en fais pas énormément. Le 9 mm, j'en ai fait beaucoup à une certaine période. J'en fais plus du tout. De toute façon, j'ai plus d'armes en 9 mm. Une 32 ACP, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Tokarev, par exemple, j'en fais un petit peu. J'en ai pas tant fait que ça. Donc, c'est vrai que les munitions d'armes de poing, ouais, ça fait bien 2-3 ans que j'en fais plus. Quasiment plus. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas le stock derrière, hein. J'en ai quelques-unes, hein. J'ai quelques boîtes quand même d'avance parce que je n'aime pas avoir zéro stock d'avance en termes de munitions, parce que quand je vais au stand de tir, je regarde ce que j'ai, hein, voilà, je suis pas un armurier mais pas loin, je regarde ce que j'ai et puis au dernier moment, tiens, ah, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de refaire le Tokarev, j'ai envie de refaire, je sais pas moi, l'USM, hein, ou voilà, donc je la sors et puis j'ai toujours envie d'avoir une boîte ou deux de côté au cas où. Ça marche.
Donc oui, qu'est-ce que je fais le plus pour l'instant? C'est les armes longues. Alors pour l'instant, je suis en plein MAS 36. Hein. Vous avez certainement vu la vidéo sur le rechargeur de MAS 36, hein, 48 minutes. Voilà, c'est une grosse vidéo qui m'a pris pas mal de temps. J'espère qu'elle vous a plu, au moins. Et puis voilà, qu'est-ce que je recharge le plus? Pour l'instant, arme longue, hein, comme je vous l'ai dit. Question 5, intéressant. Est-ce que le matériel que tu as te convient-il ou est-ce que tu changerais? Alors c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, moi je suis avec Lee Précision, hein, c'est ce que j'ai acheté depuis le début. Donc il y a une quinzaine d'années, j'avais acheté le kit Challenger, hein, le kit 40e anniversaire. Je ne sais plus à combien ils sont pour l'instant. Le kit a évolué. Alors ce qui a évolué, c'est le tarif. Hein. Ça c'est sûr. Moi à l'époque je l'avais payé, c'était dans un site internet qui n'existe plus, c'est bien dommage parce qu'on avait du matériel de chez Lee qui était vraiment abordable, c'était à côté de Montauban, je sais plus comment ça s'appelait, enfin bref. Moi j'utilise Lee Précision. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas le reste des autres marques, hein. Mon premier jeu d'outils par exemple c'était RCBS, je l'ai toujours. C'est une excellente marque RCBS. Par contre, je n'aime pas les presses. Alors, il y a certains qui voient que par les presses RCBS. Lorsque j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelait 100% tir, hein, je pense que peut-être que certains connaissent, et je mettais en avant quand même ce que j'avais. Lee Précision. Bon, j'étais un petit peu moqué. Ouais, c'est de la merde, ça vaut rien, ça casse tout le temps, enfin c'est zéro. Bon bah écoutez, moi les gars, moi Lee Challenger, hein, ça fait 15 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé d'un poil. C'est pas les mêmes matériaux qu'RCBS, mais c'est largement moins cher. Mais si vous l'entretenez régulièrement, enfin si vous y faites gaffe, bah, ça tient autant que le reste. Et l'avantage, je dirais, c'est peut-être plus intéressant d'avoir du Lee, puisque toutes les pièces, on les trouve assez facilement. Toutes les pièces de rechange chez Lee, on peut les trouver assez facilement. Chez CRCBS, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc, est-ce que je changerais? Non, 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 je continuerai là-dedans. Je continuerai là-dedans. Est-ce que ça me convient? Alors, actuellement, j'ai 3 presses. Il y en a 2 que vous regardez, vous voyez régulièrement. La 3e, vous la voyez jamais. Puisqu'il s'agit de la Lee Pro 1000. Alors c'est une vieille Lee Pro 1000 que j'avais acheté d'occasion, 30 € hein, dans une bourse aux armes. Je l'avais un petit peu remise en état, mais pour moi c'est pas intéressant ce genre de presse. C'est une presse qui à chaque mouvement débite une munition. Bon, alors ça c'est très bien quand vous avez des multistations comme ça. C'est très bien lorsque vous faites du volume. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire du 45, vous utilisez que de ça, ou du 9 mm, que des petits calibres d'armes de poing, parce que généralement c'est fait pour l'arme de poing, ces presses-là. C'est très bien, il n'y a aucun souci. Personnellement, si je faisais beaucoup de munitions en 9 mm, bah, je me pencherais peut-être plus vers un Dillon. Dillon, la XL, je sais pas moi, la 750 par exemple, ou la 650, je sais pas si elle existe encore. Enfin, ces presses-là, c'est génial. Franchement, c'est des bijoux. Ou alors Ornadi aussi. Mais moi, pour ce que j'ai à faire avec mes 1500 munitions par an, la Dillon 750, elle vous les sort à l'heure. Moi, je fais un débit à l'année. Ça n'a aucun intérêt pour moi, qui fait très peu de rechargement, d'acheter ce genre de presse. Voilà. Et puis en plus, c'est une presse qui va être plus dédiée à faire un calibre. Après, il faudra acheter des kits pour modifier ces presses, voilà. Donc, alors aux États-Unis, hein, c'est les rois, hein, ils ont pas les mêmes tarifs. Donc généralement, ces gens-là qui font beaucoup de tirs, ont une presse pour du 9 mm, une presse pour du 40 SW, une presse pour du 357, 45, et j'en sais. Enfin voilà, c'est le rêve hein, d'avoir une presse pour chaque calibre, ça évite de tout dérégler. Bon, on est en France, on est un petit peu plus embêté par la législation, pas au niveau rechargement, mais au niveau quantité, voilà. Donc, et puis au niveau pognon surtout, voilà. Moi, clairement, je suis bridé là-dessus. Hein. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit, moi j'aimerais beaucoup avoir ce genre de presse, mais je n'ai aucun intérêt à acheter ce genre de presse. Donc je préfère rester sur une presse monostation, comme la Challenger, ou une presse, la Lee Tourette par exemple, hein, que j'ai aussi, la Lee Tourette que j'utilise uniquement, là clairement, uniquement pour les armes de poing. Je l'utilise aussi pour le 30 M1 Carbine par exemple, pour l'USM1. C'est vrai que pour la monostation, je privilégie ça pour
l'arme longue et la tourette pour l'arme de poing. Donc oui, effectivement, j'ai deux presses. Je pourrais très bien n'utiliser qu'une seule. Je l'ai fait pendant des années. Mais bon, des fois, il faut se faire plaisir aussi, puis acheter un petit peu de matériel neuf. Mais je reste chez Lee Précision, quoi qu'il en coûte. Question 6. La Lyman Gen 6, qu'est-ce que tu en penses 5 ans après? Alors, je réponds à une question d'un abonné. Non, ça fait plus que ça que je l'ai, ça fait 8 ans que je l'ai. Donc la dernière vidéo que vous avez vue, la seule vidéo que j'ai fait, je pense, sur la Lyman Gen 6, c'était déjà il y a 5 ans. Et c'était sur une vidéo que je faisais 3 ans après l'achat, voilà, comme je vous ai dit. Bon, eh ben, je préfère vous en parler à la maison. Alors la Lyman Gen 6, la voilà. Franchement, elle fonctionne super bien. 8 ans après, je n'ai aucun problème. Elle débite toujours sa poudre correctement. Alors c'est vrai que parfois, elle peut être un petit peu capricieuse, mais ça a été dès le début. Et ça dépend en fait de la poudre qu'on utilise. Des fois, ça peut s'agglomérer, ça passe dans un tuyau. Si c'est trop serré, si c'est trop compact, ça va ralentir le moteur. Et là, vaut mieux en fait tout arrêter et redémonter, enfin enlever cette poudre qui est dedans et la remettre et refaire un cyclage normal. Bon, ça arrive très peu souvent. 8 ans après, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors moi, je n'ai pas de problème, à part quelques petits détails. Voilà, par exemple, le petit bouchon, là, il s'est fendu. Il s'est fendu et pour tenir correctement sur le tube, bah, j'ai juste entouré le tube de scotch transparent. Donc ça se voit pas à l'image. Il y a un petit peu de scotch autour, c'est juste pour faire tenir le bouchon. Elle est toujours aussi précise 8 ans après. Elle marche très bien. Elle débite de la poudre. Alors c'était, allez voir la vidéo à l'époque que j'avais fait sur cette machine-là. Lorsqu'on fait au niveau du cristaux liquide, là, de l'écran de cristaux liquide, une demande de poids, 99% de chances que vous tombiez sur le poids désiré. Des fois c'est en dessous, à 0,1 près. Alors 1 grain près. Hein, ou au-dessus, 0,1 grain au-dessus. Ce qui est que dalle. Franchement, c'est une machine qui est encore 8 ans après super précise. Alors il est vrai qu'au niveau du cristaux liquide, de l'écran cristaux liquide ici, des fois quelques grains peuvent passer dessus, se coincer dans le tour qui est en plastique, hein, dans le tour le cadre, et peut faire mauvais contact. Alors j'imagine que dans toutes les machines qui ont ce système là, c'est à peu près pareil. Mais honnêtement, 8 ans après, j'en suis mais super content. 7e question les amis. Le tumbler humide Made in China. Ben là aussi, ce sera à la maison. Bon, alors moi j'en suis globalement très satisfait. Alors vous avez remarqué que le tonnelet, il a perdu de sa clarté, c'est complètement opaque maintenant. Alors honnêtement, c'est pas grave. Hein. Moi j'utilise toujours les pins que j'avais fait dans la vidéo, ainsi que les billes qui étaient vendues avec. Alors c'est vrai que ça rouille. C'est vrai que ça rouille, honnêtement moi je m'en fous un petit peu, puisque les douilles elles vont pas ternir à cause de la rouille. Voilà, ça s'en va globalement à chaque nettoyage, il n'y a pas de problème. Non, ce qui va un petit peu, alors ce qui a un petit peu vieilli sur cette machine là, c'est pas ça, non, c'est plutôt ça, et plutôt ça, vous voyez, c'est en mauvais état. C'est prêt à péter, ça n'a pas encore pété. Alors il y a vraiment que les dents qui ont sauté, et globalement la toile qui est au milieu tient très très fort. Alors ça tourne sans problème, hein, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas encore changé. Voilà, j'ai encore la deuxième courroie à disposition. Au bout de 2 ans, voilà. Je dirais que globalement sur cette machine, il n'y a que ça qui a un petit peu merdé, mais ça fonctionne encore. Donc que dire sur cette machine? C'est super, ça marche très bien pour le prix que je l'ai payé. Vous avez vu pour ces deux matériels, hein, que ce soit le tumbler ou la Lyman Gen 6, bon, c'est du matériel que j'achète pas régulièrement, hein, de toute façon, hein, quand on voit le prix du matériel actuel, moi je sais que la Lyman Gen 6, ça a dû prendre, au moment où je l'ai acheté, je l'avais acheté au Luxembourg, hein, à une certaine période, c'était pas si cher que ça même, je trouvais qu'à l'époque, bon, c'était quand même un bon billet à donner. Ça a pris 100 € hein, quasiment, hein. En quelques années, en 8 ans, je crois que ça a pris 100 €. Enfin, je veux dire, les payes, elles n'ont pas fait forcément suivre, elles n'ont pas suivi comme ça. Hein. C'est peut-être pas si normal que ça. Enfin bref. Moi, je vous ai pas parlé de tout le matériel que j'ai, parce que voilà, généralement, moi, j'achète
Enfin, j'essaye d'utiliser mon matériel, j'achète pas tous les jours du matériel de rechargement, hein, c'est clair. Moi j'achète généralement quand j'ai une arme, une nouvelle arme, avec un nouveau calibre, systématiquement je vais acheter le jeu d'outils qui va avec, si je le trouve bien sûr. Alors des fois je trouve pas ce que je veux, hein, par exemple. Hein, là récemment j'ai acheté du 760, c'était quoi, 7,5 54 masse. Je voulais avoir l'outil recalibrant de collet au catalogue Lee, ça n'existe pas. Alors il existe dans d'autres calibres, hein, mais pour le MAS 36 ça n'existe pas. C'est bien dommage, parce que c'est une arme qui, je ne vais pas dire qui bousille beaucoup les étuis, en tout cas ça les fait beaucoup travailler. Et lorsqu'on les recalibre et quand on refait les munitions, les étuis, ouais, il faut beaucoup couper quand même pour mettre aux cotes. Et plus on enlève de métal, plus la douille va s'allonger et plus elle va se fragiliser. Ce qui arrive la plupart du temps avec du 303 British par exemple. Donc moi j'utilise, je pourrais peut-être vous en parler, tiens justement, si il y en a beaucoup, c'est une question qui aurait pu être sympa à mettre en plus. Mais ça c'est vraiment spécifié à certains calibres. Combien de douilles, combien de fois je recalibre une cartouche, une douille? Ben ça c'est très relatif. J'ai des rechargements en 303 British et pourtant c'est un calibre qui s'use très vite. Je fais pas, je sais pas, je n'ai pas de compte en tête, mais je fais peut-être 10 rechargements pour une douille, 10, 15 rechargements pour une douille, jusqu'à ce qu'elle pète. Alors des fois c'est un seul rechargement, elle va casser. Voilà. Ça peut arriver. Et pour l'instant le MAS 36, eh ben, j'en ai 2, 3 rechargements, voire 4 rechargements avec une seule et même douille. Ben, à chaque fois j'enlève du métal, et ça, ce métal enlevé sur la longueur, hein, parce qu'en fait là, on étire cette douille, et ben à un moment donné je suis à peu près certain que ça va former un fil quelque part sur cette douille, et ça va être le point faible, et c'est là que faut mettre à la poubelle, parce que si vous le tirez, ben, c'est là que ça va se casser. Donc généralement c'est ce qui arrive au 303 British, on s'en aperçoit assez vite. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Les douilles, c'est pas inusable, ça s'use, surtout sur les armes longues. Ce qui en vient à la question, est-ce que le rechargement, c'est 8e question, est-ce que le rechargement coûte cher? Bon, ça aussi c'est assez relatif. Si on prend le matériel de rechargement, si vous l'entretenez régulièrement, il va vous coûter ce que vous achetez. Bon, si vous achetez un kit Challenger pour moi qui vaut 300 balles, bah, il vaut 300 balles par exemple. Si vous achetez, alors moi j'achète beaucoup d'occasion aussi, hein, donc des fois il est intéressant d'acheter du matériel d'occasion, notamment en presse. Généralement, ça s'use pas comme ça. Voilà, sachant qu'on peut aussi trouver des pièces de remplacement. Bref, donc ouais, peut-être privilégier le matériel de rechargement d'occasion. Ça, on peut le trouver sur PAF. En PAF 2, on peut le trouver sur Le Bon Coin quelquefois, je sais pas, il y a peut-être d'autres sites que j'ignore. Est-ce que le rechargement coûte cher? Ben, en fait tout dépend de ce que vous faites. Si vous êtes adepte du TLD, hein, chose que je ne fais pas, effectivement, TLD, tir longue distance, ultra longue distance, effectivement là vous allez avoir des munitions à la pointe de la technologie, entre guillemets. Donc vous allez vous rapprocher vraiment du NEC Plus Ultra en termes de rechargement, en termes de jeu d'outils, de presse. Il faut des presses de précision, si vous êtes vraiment... voilà, il faut acheter un chrono, chose que j'ai pas encore. Oui, ça coûte cher. Les composants coûtent cher. Vous n'allez pas acheter du PPU partisan comme moi je fais. C'est des munitions, moi, bas de gamme que j'achète. Donc il faut acheter... Si vous voulez avoir des munitions au top, il faut du matériel au top. Donc le prix sera au top aussi. Voilà. Donc moi, personnellement, est-ce que le rechargement coûte cher? Eh bien, c'est toujours aussi cher. Parce qu'en fait, le rechargement, c'est un loisir. Le loisir, ça coûte des sous. Si vous voulez que ça vous coûte rien, arrêtez ce loisir. Moi, je dirais, c'est comme ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous achetez des amorces, vous achetez de la poudre, vous achetez les ogives, vous prenez ces trois là, et vous les jetez par la fenêtre. C'est exactement pareil. Prenez cet argent, vous le balancez par la fenêtre, c'est ça. C'est un gouffre à pognon, c'est clair. C'est pour ça que je tire beaucoup moins qu'avant. Voilà, parce que ça commence à coûter cher. Bon, il faut savoir aussi que la poudre, c'est à peu près 10 € que ça prend par an. Les amorces, ah, merci l'Ukraine, merci Poutine,
Ça a pris 100 € quasiment, hein. Moi à l'époque j'achetais des fédérales par 1000, des amorces, des large rifles, je les payais 45 €. Maintenant je sais pas combien c'est. Les dernières amorces que j'ai achetées, je les ai achetées 130 €, c'est de la Fiocchi, hein, chose que j'achetais jamais avant, hein, Fiocchi, hein. Et ben j'étais obligé, hein. Voilà, donc 130 €, ça a pris 100 €. Voilà. Bon. Alors moi qui recharge beaucoup avec PPU Partisan, non. Ça n'a pas beaucoup évolué. J'achète toujours au même endroit. Je vous le dis pas parce que sinon tout le monde va se jeter dessus. C'est un petit armurier. Et puis, non, ça prend généralement 1 € par an, à peu près, les projectiles. Aux alentours des 30 € les 100. Voilà, c'est intéressant. PPU Partisan, hein, cherchez pas plus loin. Donc, et puis bien sûr, les douilles, moi les 45 ACP, je les use jusqu'à la moelle, hein. De toute façon c'est pas compliqué. Le 9 mm c'est pareil à l'époque. Je vous dis, ce qui va coûter cher, c'est peut-être acheter des étuis d'armes longues, hein. C'est ce qui coûte, on va dire, le plus cher. Mais plus vous tirez, plus ça va vous coûter cher. C'est difficile à dire que le rechargement coûte cher. En fait, tout dépend de son budget, en fait, hein. Ça dépend de son salaire aussi, hein. Voilà, moi je suis qu'ouvrier, j'ai pas un salaire mirobolant, je préfère manger sainement que de manger des patates, mais avoir une Dillon, par exemple. Vous voyez. Donc non, en fait, tout dépend de son budget, tout simplement. Est-ce que ça coûte cher? C'est variable. 9e question, on arrive sur la fin, les amis. 9e question. Ton expérience via tes vidéos YouTube t'apporte quoi? Je sais pas comment prendre cette question en fait. Ton expérience via tes vidéos t'apporte quoi? Alors on pourrait mettre ça sur deux plans. On va dire, je vais prendre un plan déjà, un premier lieu. Moi ça m'amène, alors les vidéos de rechargement, hein, on parle de rechargement aujourd'hui, ça m'amène en fait, j'allais dire une reconnaissance. Non, je n'ai pas une certaine notoriété, hein, sur le rechargement. Bon, il est vrai qu'aussi que si vous recherchez des vidéos sur YouTube en français sur le rechargement, il y a de grandes chances que vous tombiez sur moi parce que je suis quasiment tout seul sur cette niche, hein, des armes seconde guerre, hein, bien sûr. Voilà, j'en parlerai dans la 10e vidéo, 10e question, pardon, 10e question sur les autres youtubeurs. Ouais, une certaine notoriété. J'ai pas les chevilles qui enflent, hein, comme je vous l'ai dit, mais je suis content. Ouais, je suis heureux des questions qui me sont posées. Généralement, je réponds toujours, que ça soit sur la messagerie xavmagnum44 @gmail.com, hein. J'ai une adresse mail si vous voulez me contacter. Et puis sur le questionnaire, voilà, le commentaire des vidéos, je réponds la plupart du temps, hein, pas tout le temps, mais j'essaye et attention, je vois tout, je sais tout ce qui se marque, tout est inscrit. Donc non, je suis assez content de mes vidéos en règle générale. Voilà, il y a certaines qui je trouve aussi qui sont un peu dépassées, un petit peu pataudes. Peut-être que je m'améliore, hein, je me bonifie au fur et à mesure des années, j'en sais rien. Non, je suis assez content. Je suis assez content. Est-ce que ton expérience te rapporte quoi? Alors, me rapporte quoi? Ça autre chose aussi. Ton expérience des vidéos YouTube t'apporte quoi? C'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est aussi des commentaires disant... alors, je fais une petite mise au point là-dessus, justement. Je l'ai déjà fait. Et je pense qu'il est bon ton de le redire. Des fois, oui, quelquefois, j'ai des commentaires. Ouais, il y en a marre, des pubs et compagnie, c'est pénible, et les autres youtubeurs c'est pareil. Bon les gars, déjà, première chose, vous regardez YouTube gratuitement. Gratuitement. Voilà. Donc nous, quand on fait, je dis nous en tant que youtubeur, hein, amateur, moi je suis un amateur, hein, je fais pas ça pour gagner ma vie. Mais j'estime que maintenant, comme je fais un petit peu de vidéos qui ont voilà, une certaine notoriété, hein, c'est facile à dire, hein, mais non, je fais un boulot et j'ai envie que ma vieille maman me disait tout travail mérite salaire. Bon, ben voilà, je trouve que faire des vidéos YouTube, on passe un certain temps à le faire. Des fois,
je suis obligé de me déplacer dans différents stands qui sont parfois loin pour faire des vidéos. Alors attention, hein, je pleure pas, hein, mais il y a l'hôtel, il y a le déplacement, des fois c'est sur 2-3 jours. Pour que ça rapporte quoi, 5000 vues, 10 000 vues, et au final bah, j'ai dépensé une petite somme d'argent quand même pour aller filmer tout ça. C'est aussi pour me faire plaisir, attention, hein. Mais si je vous en fais profiter, bah, autant que ça me rapporte un petit peu. Donc oui, je suis désolé, des fois il y a de la publicité, il y en a beaucoup trop je trouve sur YouTube, et j'en vire beaucoup. En fait, faut savoir que sur YouTube, les pages de pub, c'est à peu près toutes les 7 minutes. Donc si vous avez une vidéo qui dure, je dirais 8-9 minutes, vous en avez certainement une au début, une au milieu, une à la fin. Donc déjà sur 7 minutes, 8 minutes, vous en avez 3. Déjà c'est un peu pénible. Bon, c'est une vidéo qui va durer, attendez-vous bien, 48 minutes, là j'imagine qu'il va y avoir une bonne dizaine de pubs. Je vais en virer, je pense, la moitié. Mais il faut savoir une chose, c'est que YouTube vit, c'est comme TF1 ça, YouTube vit de la publicité. Vous avez des annonceurs qui veulent mettre leur publicité sur les vidéos des gars. Donc ces annonceurs payent pour être sur les vidéos. Et YouTube vous rémunère si vous mettez les publicités des gens. C'est pas moi qui choisis les publicités. Ce n'est pas moi qui choisis le nombre. Au départ, je peux en virer. Mais si j'en vire, eh bien sûr, c'est des sous en moins qui rentrent. Donc j'essaye d'avoir une sorte d'équilibre entre publicité, revenus. Je vous assure, moi aussi, j'ai horreur de voir la publicité. Quand je regarde un truc et je suis coupé en pleine pub, en pleine émission, ah, c'est gavant. Je suis comme vous les gars, mais il faut faire un choix. Malheureusement, j'ai aussi besoin des sous de YouTube pour pouvoir acheter des composants, hein. Ça revient à la question précédente, est-ce que le rechargement coûte cher? Bah, ça coûte cher. Et le revenu YouTube me permet aussi justement de compenser tout ça. Acheter des composants, payer mon loisir, hein, tout simplement. Hein, ce que vous regardez pour l'instant. Voilà. Alors ça paye pas les vacances ici, hein, mais j'aurais bien aimé. Peut-être un jour, si vous regardez un petit peu plus, si j'ai beaucoup plus d'abonnés. Mais pour faire beaucoup plus d'abonnés, il faudrait que je fasse beaucoup plus de vidéos. Donc beaucoup plus voilà. C'est un monde impitoyable, YouTube, et c'est si vous faites rien, vous avez rien. C'est comme un salaire, ça. C'est un travail à plein temps. Plein temps si on veut. Voilà. Alors en règle générale, pour revenir à mon expérience YouTube, des vidéos YouTube, qu'est-ce que ça me rapporte? Bon, déjà, ça me rapporte aussi, alors j'allais dire une notoriété, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors bizarrement oui, quelque part, puisque c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans un concours, quelquefois quand je vais en bourse aux armes, bon, il est vraiment rare que je tombe pas sur quelqu'un qui me tape sur l'épaule ou qui me dit hey, Magnum 44, c'est bien toi, oui. Voilà, donc c'est j'ai toujours des gens qui me reconnaissent. Je dis bonjour, il n'y a aucun problème, hein, je suis pas un sauvage, hein. C'est normal. Voilà, donc les gens me reconnaissent, me remercient, on parle de 5-10 minutes. Et puis c'est super, voilà, on rencontre des gens. Voilà, mon expérience YouTube me fait rencontrer des gens. Voilà, comme je vous ai dit, que ce soit en concours, que ce soit des fois en armurerie, des fois en armurerie, oui, effectivement en armurerie, en bourse, aux armes. Ouais, ça amène du visuel quelque part, et puis les gens aiment bien avoir du contact quelque part. Voilà, c'est toujours bien de passer de l'image à la réalité quelque part. Voilà. C'est ça qui me permet d'avoir une certaine expérience aussi personnelle via les vidéos que je fais. Alors, la dernière question, la question de la mort qui tue, la 10e question. Qu'est-ce que tu penses des autres youtubeurs traitant de rechargement? C'est très difficile à dire. Puisque, alors moi quand j'ai commencé les vidéos de rechargement, c'était il y a un bail, hein, je crois que c'était mes premières vidéos de rechargement, je crois que c'était le 303 British. Je l'ai vu, je l'ai revu cette vidéo, c'est une catastrophe. Bien que c'était... Alors je filmais à l'époque avec une GoPro, hein. L'image était pas mal, ça allait. Je filmais non pas à la première personne, donc j'avais pas mon visage, hein.
C'était moche quoi. Franchement c'était moche. Alors ça veut pas dire que c'est mieux maintenant, j'en sais rien. Hein. Je suis peut-être un petit peu plus relax à l'écran, je sais pas. C'est théâtral tout ça, hein, donc et quelquefois quand on fait une vidéo, on s'y reprend à 10 fois, des fois. Voilà. Voilà, je fais pas de bêtisier sur mes vidéos, mais ça pourrait très bien arriver. C'est une catastrophe quelquefois, je suis obligé de recommencer 10 fois une même prise. Enfin bref, qu'est-ce que je pense des autres youtubeurs? Alors, ce qu'il faut savoir, alors je vais pas critiquer qui que ce soit, c'est pas mon but, mais mes critiques, si je dois critiquer quelqu'un, c'est que je le garde pour moi. Ça c'est sûr. Me donner des noms de youtubeurs qui font du rechargement, eh ben, je dirais je pense qu'il y en a assez peu en France. Il y en a assez peu. Alors quand j'ai commencé sur Facebook, il y avait un petit groupe où il y avait, voilà, je rencontrais quelquefois des gars qui faisaient des vidéos YouTube ou des vidéos sur Facebook, et j'avais des gars comme, comment il s'appelait, Target Passion Tir. C'était un gars qui était avec des tatouages partout, qui habitait en région parisienne de mémoire. Il y avait aussi, alors je sais plus les noms, je marquerai s'il y a besoin. Ils faisaient des vidéos de rechargement et puis ils ont disparu du catalogue. Enfin c'est marrant, ils ont complètement disparu. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec YouTube, enfin je sais pas. Moi je suis resté, je suis toujours là. Hein, bon vieux de la vieille, parce que ça va faire presque pas loin de 10 ans que je suis sur YouTube maintenant, en tant que vidéaste, en tant que youtubeur. Mais c'est vrai que les vidéos de rechargement proprement dit, ben en fait il y en a très peu, très peu. Je peux prendre un exemple, par exemple sur La Science by Jérémy. Donc Jérémy Compiègne qui fait des vidéos de rechargement mais sur le TLD, donc c'est des cartouches haut de gamme hein, pour moi, hein, puisque c'est pour le tir à longue distance. Il fait des vidéos de rechargement spécifiques à sa discipline. Vous avez Takatir que je viens de découvrir récemment via Yann Schroeder, hein, les lives de Yann Schroeder. Donc si vous êtes intéressé pour voir des interviews de GunTuber, ben, il faut aller voir sur la chaîne de Yann. Je vous mets tout ça en descriptif si vous voulez aller voir. J'y suis passé il y a un petit moment déjà, donc il y a une vidéo avec ma gueule. Voilà. Non, en fait, il y a très peu de personnes. Très peu de personnes. Alors, moi, je suis vraiment une niche à part. Je fais des vidéos de rechargement spécifiques sur les armes Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Alors, des vidéastes, des gars qui font des vidéos sur les armes Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et tout le tout team, enfin, il y en a à l'appel. Parce que je crois qu'il y a à peu près 150 chaînes YouTube françaises qui traînent des armes, hein, quel que soit le style, quel que soit le calibre, quel que soit... j'allais dire, quel que soit les armes, tout simplement. Mais des vidéos, des gars qui font des vidéos de rechargement, je pense qu'on est 5 hein, en France à faire ça, hein, ou très peu. Hein. Ou alors des gars qui font ça ponctuellement... voilà, donc je suis désolé s'il y en a qui vont dire « Hey, moi, je suis pas dedans ». Je suis pas abonné à tout le monde, les gars, donc je vais pas complètement regarder. Quand j'ai commencé à faire les vidéos de rechargement, je me suis inspiré hein, d'un Français, d'une personne qui fait du tir sur la chasse. C'est monsieur Jean-Claude Tolfin. Je pense qu'il est assez connu. Il a fait une vidéo ou 2 vidéos sur le rechargement, ça m'a inspiré à l'époque. J'ai trouvé ça génial. C'était simple et efficace. Donc oui, j'ai voulu un petit peu faire des tutos de rechargement. Voilà, donc et bien spécifique à chaque calibre. Pourquoi? Parce que je ne les trouvais pas en français sur internet, sur YouTube. Donc je me suis dit, si je ne les trouve pas, eh ben je vais amener ma petite sauce et puis les faire. Voilà, donc ça intéressera certaines personnes. Peut-être que d'autres vont trouver ça complètement nul et complètement idiot. Bah, chacun aime ou n'aime pas. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi-même, je regarde certains youtubeurs, bah, je leur trouve leurs vidéos fadas, ou je les trouve super bien. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc, qu'est-ce que je pense des autres youtubeurs traitant du rechargement? Je peux rien dire là-dessus. On a chacun notre style. Et chaque style fait un ensemble, voilà. Donc il y a des youtubeurs français qui font du rechargement, mais chaque personne a sa place, et je pense en faire partie au moins d'une. Donc les armes Seconde Guerre et Première Guerre. Bon les amis, la vidéo se termine.
J'espère qu'elle vous aura au moins aidé, enfin en tout cas pour ceux qui commencent le rechargement, qui se posent des questions justement sur le pourquoi du comment, est-ce que c'est intéressant de recharger, est-ce que si, est-ce que ça... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le rechargement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui ont des doutes. Non, si vous êtes intéressé par le rechargement, les gars, foncez. Foncez, je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà, si vous avez un doute sur les capacités, ouais mais ça prend trop de temps, je ne te rends pas compte, le rechargement, le prix de revient, machin, truc, est-ce que c'est rentable d'acheter? Est-ce que vous commencez à penser à la rentabilité? Si vous pensez à combien de temps vous mettez à faire des munitions, si vous pensez à ci, commencez à ça, acheter des munitions toutes prêtes, ça vaudra mieux. Non, non, le rechargement, c'est une école d'humilité, c'est de la patience. C'est de la patience. Une fois que c'est bien réglé, ça va très bien. Voilà. Mais, non, non, ne croyez pas que ça se passe en claquant des doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Une maison, ça se fait pas en 3 jours. Le rechargement, c'est pas aussi long, mais... non, non, patience les gars, patience. Il faut que ça soit fait en... De toute façon, si vous allez trop vite, vous aurez certainement passé une erreur, enfin, vous aurez des erreurs, quelque part. Si vous allez trop vite, vous allez droit à l'échec. Vous savez, ou alors vous aurez oublié quelque chose. Et vous savez quoi? Oubliez de la poudre. Hein, vous allez voir comment ça se passe. Vous faites une double dose. Non, non, c'est pas simple. Donc il faut faire gaffe. Voilà. Bon, écoutez, d'ici là, moi, je continue mes vacances. La vidéo, je la tourne au 15 août. Vous avez vu la date ou laquelle vous regardez maintenant. J'ai toujours mon portable sous le coude et je vois vos notifications. Et là, je viens de voir une notification qui traite du tumbler humide. Une personne qui me dit, mais prends des billes céramiques en 2 ou 3 mm et c'est super. C'est peut-être un prochain sujet que je pourrais peut-être utiliser pour une vidéo justement sur le tumbler humide. L'efficacité ou pas des billes céramiques. Il faudra que je traite ce côté-là de la chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sera toujours mieux que les billes en ferraille que j'ai toujours. Voilà. Bon, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Alors, bien sûr, quand vous regarderez cette vidéo, bah, les vacances, ça sera fini pour tout le monde. Pour moi notamment, j'aurai repris le boulot. Enfin bon. Bon été, en tout cas, bonne fin d'été. Et puis, rechargez. Voilà. Ciao.